Bonsoir et bienvenue dans 100%. Alors ce soir on est vendredi c'est n'importe qui. Et n'importe qui ce soir c'est moi, c'est Emeric. Je suis stagiaire monteur à No Life depuis quelques mois maintenant, mais pas que, je vous en parlerai un petit peu après. Déjà je vous annonce ce sommaire, on va voir les critiques anime manga avec Princesse Jellyfish et Blood Lad tome 1, le reportage de Torchlight 2, Notchan, Pico Pico, mais tout de suite les news. Nintendo prend apparemment un malin plaisir à égrener ses annonces. Les plus courageux auront regardé la conférence Nintendo Direct sur le net ce matin à 6 h. Le constructeur a annoncé, pour ne pas dire confirmé, la sortie de sa 3DS XL, une version logiquement plus grande que la 3DS. Ce sont les écrans qui profitent le plus de ce gain en taille, la superficie des deux écrans a quasiment doublé au passage, même s'il reste à la même résolution. L'autonomie de la console a aussi été améliorée, l'activation de la 3D s'étant révélée gourmande sur les ressources de sa petite sœur. L'alimentation secteur ne sera pas fournie en revanche, histoire de gratter quelques euros sur le prix de la console, Nintendo arguant le fait que la plupart des acheteurs auront déjà l'ancienne 3DS et que les chargeurs sont compatibles. Cette nouvelle ne sera certainement pas au goût de tout le monde, tout comme le fait de ne toujours pas avoir de deuxième stick analogique, pourtant réclamé à corps et à cri par de nombreux joueurs. La conférence a également été l'occasion d'annoncer l'arrivée de plusieurs titres sur la console, dont Professeur Layton et le Masque des Miracles cet automne, même si celui-ci est disponible depuis février 2011 au Japon. On peut aussi noter une opération promo pendant 2 semaines sur plusieurs titres à télécharger depuis le eShop. N'oublions pas également la confirmation qu'il y aura bien des DLC payants pour New Super Mario Bros 2 sous la forme de tableaux supplémentaires pour le monde Gold Rush. Ce mode, rappelons-le, est celui où le joueur devra récolter un maximum de pièces dans une orgie d'espèces sonnantes et trébuchantes. La console sera disponible en France le 28 juillet, soit en même temps que New Art Academy, et les curieux pourront tâter de la bête en live durant Japan Expo du 5 au 8 juillet prochain. Le prix, lui, devrait être inférieur à 200 € s'il s'aligne sur les prix annoncés sur les autres territoires. Au moment où vous verrez cette news, le premier pack d'extension majeure de Civilization V sera disponible. Le jeu développé par Sid Meier est sorti à l'origine en 2010 et ce pack nous parvient enfin le 22 juin pourvu de son sous-titre Gods and Kings. Niveau contenu, cela semble bien complet. 27 nouvelles unités, 13 nouveaux bâtiments, 9 nouvelles merveilles, dont le télescope Hubble, 9 nouvelles civilisations jouables et 3 scénarios supplémentaires. Comme le laisse l'entendre le titre de ce pack, une des nouveautés majeures consiste en l'introduction de la dimension religieuse du jeu. Il faudra gérer la foi de vos fidèles, en savoir accroître le nombre et décider si vous voulez être tolérant envers les autres dogmes ou non. Les relations diplomatiques avec des villes telles Jérusalem ou le Vatican pourront s'avérer cruciales. La diplomatie est un autre point important de gameplay renforcé dans ce pack avec le déploiement de l'espionnage. Le développeur annonce avoir procédé aussi à un rééquilibrage au niveau des ressources pour donner moins d'importance au rôle de l'or. Les unités auront eu droit à leur dépoussiérage en règle, notamment les batailles navales qui se diversifient. Dorénavant, plus aucune ville de vos côtes ne sera en sécurité sans une gestion complète de votre défense. Les mégalomanes en herbe, à qui cela manquait de régner sur toute une civilisation, se jetteront sans aucun doute sur ce pack costaud, mais il est utile de préciser qu'il faut posséder le jeu de base pour lancer cette extension. Si Epic Mickey 2, le retour des héros, ne sort que durant l'automne 2012, l'équipe de Warren Spector continue à communiquer sur le jeu. Le jeu était ainsi la principale attraction du stand Disney de l'E3, avec des bornes jouables bien sûr, mais aussi tout un tas de figurines et les fameuses oreilles d'Oswald qui ont créé les files d'attente les plus impressionnantes du salon californien. C'est dire la popularité du jeu et de ce personnage oublié. Dans une nouvelle vidéo, le créateur revient un peu plus sur l'histoire d'Oswald le lapin. Ce vieux personnage Disney a été remis au goût du jour par le premier Epic Mickey. Dans ce deuxième épisode, il sera le partenaire de la célèbre souris. Aux joueurs de profiter des capacités du lapin old school, comme ses oreilles qui lui permettent de voler de façon hélicoptère, sa télécommande mystérieuse, ou encore la possibilité de détacher les membres de son corps le plus naturellement du monde. Hormis ce petit rappel historique fort sympathique, la vidéo ne nous dévoile pas beaucoup plus de surprises quant au contenu du jeu. Mais il y a encore du temps avant sa sortie et celui-ci saura se rappeler à notre bon souvenir. On termine ces news avec un court trailer de Pro Cycling Manager saison 2012. À l'approche du Tour de France qui se déroulera une bonne partie du mois de juillet, les passionnés de vélo seront sans doute intéressés d'apprendre que l'édition 2012 de la série Pro Cycling Manager sera disponible très bientôt. Les plus sûrs d'eux pourront ainsi mettre leur talent de manager à l'épreuve et se frotter aux plus prestigieuses compétitions officielles. Avec un accent toujours mis sur le grand réalisme de la simulation, le titre s'offre cette fois un mode multijoueur en ligne avec un calendrier de course à respecter. Les joueurs PC pourront se faire plaisir dès maintenant, tandis que les joueurs consoles devront attendre quelques jours de plus pour s'essayer à un titre plus axé sur le Tour de France en lui-même. Voilà, avant je vous
disais que j'étais stagiaire monteur à No Life, mais pas que, simplement parce qu'avant d'être à No Life, j'ai contribué plus ou moins à la chaîne en composant des musiques sur les séries Noob et Flanders Company. Donc Noob c'était sur la saison 3 et la saison 4 et Flanders Company sur la dernière saison, la saison 4. Alors à l'origine c'est quand Fabien Fournier recherchait des compositeurs pour faire la musique originale de sa série. Donc j'avais rejoint les rangs des nombreux compositeurs de Noob. Et plus tard, j'avais contacté Rudy pour faire la musique sur Flanders Company. Sur ces deux séries, j'ai fait de la musique orchestrale et un peu rock, parce que j'ai une formation rock à la base. Et voilà, ce qui m'a permis de faire ce que vous avez pu entendre dans la série. Bon, tout de suite, on va regarder les critiques animé manga. À la résidence Amamizu, les habitantes sont un peu particulières. Il s'agit en fait de geekettes qui ne vivent que pour leur passion et sont totalement effrayées par le monde extérieur. La dernière arrivée dans cette drôle de communauté est Tsukimi. Monomaniaque des méduses, elle est montée sur Tokyo pour devenir dessinatrice. Cependant, sa timidité maladive l'empêche d'avancer professionnellement. La vie de Tsukimi, mais aussi celle de toutes ses colocataires, va basculer quand une splendide jeune fille pleine d'entrain va débouler dans leur vie. À l'origine, Princess Jellyfish est un manga de Higashimura Akiko. Il est toujours en cours de publication dans le magazine Kiss et reçoit un bon accueil du public et de la critique. Son adaptation en animé a d'abord été diffusée dans la prestigieuse case horaire Noitamine A, qui a accueilli des titres de qualité comme Paradise Kiss, Shiki ou Tatami Galaxy. Pour Princess Jellyfish, c'est une adaptation de bonne qualité qui nous est proposée. Elle est réalisée par le studio Brainspace et plus particulièrement par Omori Takahiro, à qui l'on doit déjà Durara ou Alice Academy. Cet animé de Princess Jellyfish reprend avec une grande fidélité le chara-design et l'esprit du manga. C'est donc avec plaisir que l'on voit s'animer en couleur les attachantes filles moisies de la résidence Amamizu. De plus, contrairement à certaines adaptations trop expéditives, la série Princess Jellyfish prend le temps de présenter les personnages. Du coup, celles et ceux qui n'ont pas lu le manga original ne seront absolument pas perdus. Certes, le scénario prend quelques libertés, mais il reste finalement très fidèle au manga. La musique est un autre point fort de l'anime. L'opening dynamique est signé Chatmanchi, alors que le générique de fin est de Sambo Master. Ils vous resteront longtemps en tête. クラゲの飼育は大変難しいことはそちらも十分お分かりかと思いますが、水クラゲとタコクラゲをこのような小さな水槽で同時に飼育すると、ネクチクラゲ目であるタコクラゲの方が水クラゲの粘液によって弱って死んでしまうというのが定説なのですが。C'est chez Kazé que sort cette première saison de Princess Jellyfish. L'éditeur a soigné le packaging puisque le digipack est présenté dans un large coffret carton qui contient aussi la peluche de Clara, la petite méduse et mascotte de la série. Cette dernière est munie d'un strap, mais sera sans doute trop imposante pour être accrochée à un téléphone. En plus des 11 épisodes de 20 minutes de la série, on trouve aussi des mini-épisodes bonus. Malheureusement, on ne trouve pas de contenu supplémentaire et surtout, seule la VO sous-titrée est proposée. Cela aurait pourtant pu contribuer à expliquer le prix élevé de ce coffret collector tarifé entre 40 et 60 € dans le commerce. Princess Jellyfish est une série drôle, dynamique et plutôt originale, dont la seule prétention est de nous divertir. On espère que la saison 2 sera bientôt produite au Japon. On espère également que cette première saison sera diffusée dans une version française moins onéreuse, ce qui permettrait de la mettre à la portée de toutes les bourses.
Stas est un vampire. Mais quel vampire! Il n'a jamais sucé le sang d'un humain et vit reclus dans sa piaule misérable. Pourtant, de par sa haute lignée, il est le chef d'un des gangs majeurs du monde des démons et sa force est sans pareille. Mais Stas est un véritable otaku qui collectionne figurines, mangas et jeux vidéo et vénère le peuple japonais. Notre vampire règne en maître sur sa parcelle et s'attaque à quiconque pénètre dans son territoire. Il va rencontrer une jeune étudiante japonaise qui se retrouve par hasard dans les environs. Malheureusement, elle va finir dévorée par une plante carnivore et deviendra alors un fantôme. Stas se propose de la ressusciter et de faire au passage un petit tour sur Terre. Troisième œuvre de Kodama Yuuki, publiée chez Young Ace, Blood Lad oscille entre le shonen et le seinen. Ce manga, bourré d'humour, est rocambolesque à souhait. Stas, Kaïd, vampire qui ne tue pas ses victimes et otaku fini, est l'anti-héros par excellence. Le découpage des planches est dynamique et le chara-design efficace, avec un trait détaillé, sec et anguleux pour les personnages masculins. Une petite dose de fanservice est également de mise. On regrettera peut-être la faible proportion de pages en couleur, d'autant que l'auteur semble particulièrement à l'aise à dessiner celle-ci. Même si ce premier tome de Blood Lad constitue un peu une sorte de méli-mélo de tout ce qui se fait en matière de monstres, il compense son manque d'originalité par son humour loufoque. Parmi les idées barrées de ce manga, on citera notamment celle du magasin Oniklo, qui possède la mythique culotte de démon, ou encore celle des Rokuku, des pigeons voyageurs qui voyagent au sens propre du terme. Les références à l'univers des mangas et des animés y sont aussi nombreuses et participent au charme du titre. On espère en tout cas que la suite de cette série décalée sera à la hauteur de ce premier tome, et on attend de pouvoir jeter un œil à l'adaptation en animé dont la sortie est prévue pour cet été au Japon. Alors à côté de ça, j'ai aussi des projets très solo, je fais pas que ça, je fais aussi de la musique électronique que je mixe avec de la musique orchestrale, j'essaie de faire les deux en même temps pour faire quelque chose d'original. Et c'est marrant parce qu'il y a un artiste qui m'a énormément influencé, que j'ai justement découvert sur No Life, c'est 2080. 2080 c'est un mec vraiment qui m'a décidé à mettre la musique électronique à la base. Voilà. Maintenant on va regarder le reportage Torchlight 2. Fin 2009, la société Runic Games sortait sur PC un hack and slash nommé Torchlight. Jouable uniquement en solo, le jeu avait néanmoins ravi les joueurs par sa qualité. Cela n'était pas surprenant, l'équipe de Runic étant composée d'anciens membres de Flagship Studio et de Blizzard, avec notamment Max Schaeffer, un des créateurs du premier Diablo. When we started Runic Games, one of our main goals was to put out a game quickly and get something on the shelves and get the company stable with a good revenue source. And so we decided to make a single-player RPG, which was a questionable decision in some people's minds, but it turns out that there is still a market for single-player RPGs, and it was a great success. Every review for Torchlight 1 said, this is a great game, except it needs multiplayer. And then we did the Xbox version, and every review said this is a great game, except it needs multiplayer. So it was pretty obvious what we had to do when we, for Torchlight 2. And what was cool about doing Torchlight 2 is that we had the game engine established, our tool set was established, the artists and the designers were used to using it, and Torchlight 1 was a very rushed project. So we had a new company, which means we had to buy new computers and new desks, and they were blank with no software on them. And 11 months later we had a shipping product, so it was very fast, and a lot of that time was spent developing the tools and just getting used to it. So with Torchlight 2 we were able to hit the ground running. From day one on we were able to actually make content and put it in and start mocking up multiplayer stuff. Even though it's been a longer development cycle, it's been much more efficient, and we've been able to make more stuff, which was really great because it's a much bigger game with outdoor areas and more dungeon types, and we needed to have that sort of efficiency. The character classes of Torchlight 2 follow from kind of a general theory we have on character classes, and you always want to be original with your character classes, so you don't want to do the same things that everyone has done. But at the same time, you want people to be able to look at your character classes and get a sense, an intuitive sense of what they are and how they work. So we want them to be original and yet familiar at the same time. So it's a challenge to design character classes. And so I think we came up with some really cool ones, to have a melee class like the Berserker, who is just almost insane, and he's got crazy eyes, and he does frenzied attacks. It's a different sort of feeling for a melee class character, and it's in contrast to the other melee class, which is the Engineer, who is much more, slower attacks and much more technology oriented, and much less insane.
And then, you know, we tried to do the same thing with our ranged classes, you know, just have a slightly different take on it. Like with the Ember Mage, you can tell that she's just sort of a tradition. She's almost the most traditional of the character classes because she uses elemental magics, and it's, you know, it's really a very traditional magic using class. We blended a little bit of innovation with and the Outlander. Generally in fantasy role-playing games, you don't have gun use, and so we wanted to add that in just as really primitive guns and things because it's fun to play with. And so we made another ranged class that uses guns and can dual-wield pistols, and also can use a pistol and a sword if they want. So it's a very versatile class that brings some new flavor to the fantasy action RPG. The second game is so much bigger than the first one. You know, as far as the raw assets, like the tile sets and just the number of variants, you go through more content in the first act of Torchlight 2 than was in the entirety of Torchlight 1. So it's just much bigger. Every time we make a new game, we do the random layouts differently. You know, I think with Diablo 1, for example, it was really like a maze algorithm, and we had wall pieces and floor pieces, and it would generate a level. But what we found, there was always variance, but it made sort of generic and characterless areas. Now we make rooms out of larger chunks, and they're about, you know, they're larger than the screen size, and those are the building blocks, the fundamental building blocks that make up a level. So we'd string together a bunch of those, and they have rules for like where the exits and entrances have to come into that block. But within those big blocks, there's additional randomness. So you can place things in those rooms that have only a 50% chance of being there, for example. So, and then we do the monsters on top of that in a separate pass, and the loot is computed on the fly also. So there's many layers of randomness. A lot of things surprised us along the way in making the game that were just little features that turned out to be so have a profound effect. And one of them is that, you know, the pets in Torchlight 1 would go and sell your stuff, and just the little addition that now not only will they go sell your stuff, but you can give them a shopping list to bring you back potions. It completes that function of the pet where you can really keep playing and let the pet go deal with your commerce. It's a very small thing, but once you use it a few times, you realize that now you can never go back to not having it. Torchlight 2 arrive dans un contexte plutôt chargé en hack and slash. Diablo 3 est sorti cette année et d'autres jeux comme Path of Exile sont en développement. People have asked us a lot about releasing near where Diablo 3 is and worrying that we'll just be lost in the noise. I know that I bought Diablo 3 and I'm playing it. I think a lot of action RPG fans will buy and enjoy both, so we really don't worry about our proximity to that. And frankly, there's always something coming out. One of the things we've learned is there's many ways to make a successful game. There's no one particular formula. When you're making an action RPG, you're confronted with a lot of decisions to make. You have to make the intelligent decisions for what your game is. And you know, our main competition is Diablo 3. While the games look similar on a superficial level, we've taken a lot of different decisions than they have. So whereas they wanted to create this economy that was very secure, that you know, had meaning to the economy where you can trade items, we kind of took a different approach and said, you know, players want to be able to play offline. They want to bring their single players into the multiplayer games and have that sort of flexibility too. So we're going to go the opposite way and say that we're going to have sort of an open architecture. We're going to encourage people to mod the game and come up with variations and new twists on what we've done. And so we're going to release our development tools, the very same tools we use to make the game. We're going to release in total to the public and see what kind of cool things they can make. I think both are very valid paths, and you know, to be honest, as a gamer, I like having both of those options available. Alors même que les fans de hack and slash sont scotchés sur Diablo 3, les possibilités offertes par Torchlight 2 leur font attendre le jeu avec impatience. Il ne manque plus qu'une date de sortie, que l'on dit être pour la fin de l'été. Message I have for the people out there waiting is, you know, be patient with us. We are notoriously bad at release dates, and as soon as we know when we're going to finish, we will let you know. Alors vous le savez, il y avait monsieur Akira Yamaoka qui était présent à la soirée des 5 ans de No Life pour jouer. En tant que très grand fan de Silent Hill, notamment Silent Hill 2 et 3, j'ai voulu lui présenter mon travail. Alors je lui ai offert un CD de mes musiques. Je pensais que ça en resterait là, peut-être qu'il écouterait, peut-être pas, enfin, voilà. Et les semaines sont passées, et il y a quelques jours, j'ai reçu un message de monsieur Yamaoka par mail qui m'envoyait un petit feedback de ce qu'il avait pu écouter, et j'étais énormément surpris. Jamais de la vie, je m'attendais à ça. Du coup,
j'étais un peu confus, notamment parce que le message était en japonais. Je remercie énormément Alex et Suzuka qui ont pu traduire le message. Alors, d'ailleurs, je tiens à m'excuser parce qu'on a mis au moins une semaine à le traduire. Et je savais que tu attendais qu'une chose, c'est la traduction. Et chaque jour, on était trop occupés. Et le lendemain, tu faisais « Hé Alex, t'as pensé à la trad ?» Je fais « Ah, pardon, aujourd'hui. » Donc désolé de t'avoir fait un peu subir le supplice de Tantale. Non mais c'est pas grave, au contraire, ça faisait monter l'impatience qui bouillait en moi, tu vois. Alors, c'était un message avec beaucoup de conseils sur la musique, ce qui lui a plu et ce qui lui a pas plu, pour m'aider à m'améliorer. Et donc voilà, moi je suis extrêmement content, enfin, je suis vraiment content, c'est presque un honneur finalement. Voilà. Bon, on va passer à la suite. La suite c'est Notchan et c'est maintenant. Salut Zotac, c'est Notchan. Vous le savez, quand on est un otaku aigri comme moi, on s'agace un peu tout le temps. Mais il y a un truc qui m'agace beaucoup, limite qui me met en transe tellement ça m'agace, rien d'y penser. Je vous explique. C'est à propos des magiciens, ou plutôt des illusionnistes. Quand j'assiste à un tour, il y a toujours quelqu'un autour de moi pour sortir la phrase à la con. Je cite. C'est nul, je suis sûr qu'il y a un truc. Évidemment qu'il y a un truc, banane. L'intérêt du tour, c'est qu'il y a un truc justement. Tu crois que la magie ça existe? Attends, on va te couper en deux à la scie pour voir. Ah, ça y est, je m'énerve. Je vous avais dit de ne pas me lancer sur ce sujet pourtant. L'association FreePod organise depuis quelques temps des soirées thématiques au Max Linder. Vous êtes peut-être d'ailleurs déjà allé à la soirée Back to the Future ou à la soirée Miyazaki. Ce samedi, ils remettent ça avec un programme spécial parodie composé de 3 films absolument délicieux. Mystery Men, Galaxy Quest, Zombieland. Et il y a aussi des cadeaux à gagner et un concours de cosplay bon enfant. Ah, et j'ai presque failli oublier de vous dire qu'il y a du café à volonté avec des croissants et du jus d'orange offert au petit matin. Sympa, ça me donnerait presque envie de sortir de chez moi. Maintenant, je vous propose d'aller faire un tour au Japon où Anne, mon envoyé spécial préféré, a pris ses pieds et sa caméra pour aller rencontrer Sagagami Satoshi, l'orga de l'event Famimo OD. Mais ce passionné de jeux vidéo, et plus particulièrement de l'ère Famicom, fait aussi beaucoup d'autres choses. Par exemple, il organise chaque année dans sa boutique une expo un peu particulière. ファミカセ展は、2005年に、25名ぐらいの有志で始まった、ファミコンのこのラベルを使って自分の仮想のゲームを作るという、イベントで2012年の今回で8回目になります。 Il faut bien comprendre que pour les gens de sa génération, les cartouches de la Famicom, la première console de Nintendo, sont chargées d'un sens particulier. Elles sont un peu le vestige d'une époque passée, symbole de l'enfance de ces millions de petits japonais qui ont grandi avec ces cartouches dans leur poche ou leur cartable. 結構こうやってこうテキストと、自分の会社のロゴマークを作って中にソフトが入ってないっていうだけで、アトルックスは普通のファミカスと同じような感じで、皆さんに想像して楽しんでもらうイベントです。 Et le plus fort, c'est que ça plaît. La preuve, ça fait déjà plusieurs années que ça dure et ça n'est pas prêt de s'arrêter. もともとファミコンのカセットをお店で売ってて、で僕事務所メテオってデザイン事務所やりながらお店をやってるんで、デザイナーの方がよく来るんですけど、そのデザイナーの方といろいろ展示ができたらいいかなと思ってこう喋ってた時に、ファミコンカセットってちょうど額縁みたいだよねと思って、じゃあちょっとこれをエキシビションにしてみようかと思って始めたのがきっかけです。 Et pour finir mes chers otak, sachez que si le concept vous intéresse, vous pouvez vous aussi participer. 6回目まではお友達しか参加できない形だったんですけど、3年前から一般の方も応募できるようにしてインターネットで募集をかけたら海外からも作品を送ってくださるようになりまして、今年は、フランスとかあとイタリアとか、アメリカとかコスタリカとか結構いろんな方が送ってきていただいてます。 Merci Sakagami-san, merci Anne-chan, c'est fini pour cette fois-ci. À la semaine prochaine les otak. Alors voilà, on parle de musique depuis tout à l'heure. En ce moment, vous savez, c'est la fête de la musique. Alors non, moi je joue pas à la fête de la musique, mais il y a plein de trucs sympas à voir. Par exemple, hier, j'ai fait marcher depuis Bastille jusqu'à République et j'ai croisé plein de trucs dans la rue, plein de trucs divers et tout. Alors, des groupes de rock, et j'ai vu des groupes celtiques. J'ai même vu un mec énorme, un chanteur d'opéra dans la rue, qui chantait mais tellement bien. Je trouvais ça trop cool. Alors, je vous conseille, profitez ces quelques jours
pour vous balader dans Paris et de voir justement de voir tous ces groupes qui jouent pour faire des musiques, et des trucs super intéressants et surtout mais méga inopinés quoi. Bon, maintenant on va regarder Pico Pico. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pico Pico. Aujourd'hui on va parler des sorties d'albums, on verra Megamix et tout de suite on parle des concerts et voilà, c'est la saison des pluies et je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. The galaxy is at peace. Qui dit mois de juillet dit Japan Expo où nous aurons des concerts de musique, de jeux et d'animés, notamment avec Monsieur Tanaka Kohei qui est un compositeur très connu au Japon. Donc Monsieur Tanaka a composé des musiques pour plein de jeux comme les Tengai Makyo, Sakura Taisen ou plus récemment Gravity Days, mais aussi beaucoup de films et d'animés. Des centaines, dont One Piece par exemple, la série One Piece ainsi que les films. Il sera en concert à Japan Expo avec la chanteuse Iwao Junko. Donc tout d'abord il y aura un concert au JE Live House le jeudi 5 juillet de 16h30 à 17h15 et ensuite un autre concert le 7 juillet de 15h à 15h45. Ensuite, comme concert à Japan Expo, nous aurons celui de Professeur Sakamoto, que vous connaissez déjà car son clip passe sur No Life. Donc Professeur Sakamoto, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître sur Nico Nico Doga par exemple, en jouant des titres de jeux Famicom à la demande, et il a une Famicom accrochée sur, donc une NES japonaise, accrochée sur la tête. Donc il jouera des musiques à la demande des spectateurs de Japan Expo, et ce sera le vendredi 6 juillet de 12h30 à 12h45, juste un quart d'heure seulement, au JE Live House. Cette semaine, on commence les sorties d'albums avec Sega System 16 Complete Soundtrack Volume 3. Donc c'est une compilation de bandes originales de jeux qui sont sortis sur les cartes d'arcade Sega System 16. Donc il y avait des jeux Sega mais aussi des jeux d'autres éditeurs. Sur ce troisième volume, il y a pas mal de jeux qui sont pas très connus en Occident, mais il y a quand même quelques titres qu'on connaît comme Cyberpolice et SWAT, Coton, le shoot, ou encore voilà, le fameux Golden Axe, le beat'em all à la Conan le barbare tout simplement, que tout le monde adore. Et voilà, à chaque fois je me dis ça serait bien qu'ils fassent un remake en 2D, hein, pas en 3D, parce que voilà, il y a eu un remake en 3D sur 360, il était tellement nul que tout le monde a oublié d'ailleurs. Mais voilà, faites un remake bien de Golden Axe s'il vous plaît. Après toute cette barbarie pixelisée avec Golden Axe, on passe tout de suite à une ambiance différente puisqu'il s'agit du jeu Journey, donc jeu ou expérience mystique développé par le studio indépendant That Game Company et qui est sorti sur PlayStation 3. Alors That Game Company a toujours donné beaucoup d'importance à la musique dans leur jeu, que ce soit dans Flow ou dans Flower notamment, où on attrapait chaque note en attrapant des pétales. Et c'est encore le cas dans Journey, où la bande originale ajoute vraiment à cette ambiance mystérieuse. Et ça a été composé par Austin Winstory, qui avait déjà composé les musiques de Flow. Donc les musiques ont été enregistrées avec un orchestre symphonique, le Macedonia Radio Symphonic Orchestra, et elles ne sont disponibles non pas en disque, mais uniquement en version digitale. Donc on peut les télécharger sur le magasin de la Pomme ou sur le PlayStation Store. Et c'est vraiment pas cher, donc je vous recommande ça. Cette semaine, on est toujours au Mogra et Tomsu nous présentera un jeu dont les musiques ont été composées par Ito Kenji. Il s'agit de Final Fantasy Gaiden Seiken Densetsu 1. Je pense que vous savez de quoi il s'agit. Oui, c'est ça, c'est bien Final Fantasy Adventure aux États-Unis ou Mystic West en Europe. C'est très simple. Hi, konnichiwa, Game Song DJ のトムツーです。今回もですね、日本の秋葉原モグラの方からお送りいたしたいと思います。毎回ですね、ゲームソングリミックスを1曲ずつ紹介しているこのコーナーですが、
今回の曲はこちらになります。はい、ドンと。ファイナルファンタジー外伝聖剣伝説ですね。海外ではファイナルファンタジーアドベンチャーというタイトルで、発売されております。こちらの方のですね、リミックスアルバム、伊藤健二、リミックスの聖剣伝説リバースの方からですね、こちらの曲を紹介したいと思います。こちらですね、クワッドさんの、聖剣伝説1の、リミックスになります。ゲームでいうと後半の方のフィールドの曲になりますね。ですね、このアルバム自体がですね、伊藤健二さんが旗を振って、聖剣伝説1から聖剣伝説3、あとシークレット・オブ・マナーの方までのリミックスが盛りだくさんと入っているアルバムになります。前回同様ですね、こちらの方もですね、一部でドラムベースではなくてダブステップにリミックスされているところがあって、そこの聞き応えがかなりあるのかなという曲になります。クワッドさんはですね、他にはオトメディウスですとか、パロディウスのリミックスなんかも作られている方ですね。Si vous avez envie de vous essayer à Seiken Densetsu 1, je vous conseille forcément de ne pas faire la version originale, donc le premier jeu sorti sur Game Boy, car il est très difficile, parce que les commandes sont très raides et surtout la traduction est absolument incompréhensible, mais de faire le remake GBA qui était sorti bien plus tard et qui est sorti en France. Pourquoi la traduction est incompréhensible? Tout simplement parce que on a ce problème du nombre de caractères affichables à l'écran. Donc quand on est en japonais avec les kanji, un caractère chinois, ça permet d'afficher un mot en entier, alors que dans les langues européennes, il faut plusieurs caractères. Et du coup, les traducteurs étaient obligés de ramasser la traduction, voilà, pour qu'il y ait moins que ça rentre dans la boîte de dialogue, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a des traductions qui ne veulent rien dire, comme celle de Secret of Mana ou Mystic Quest, justement. Sur ce, je vous dis au revoir, parce que voilà, là, à peu près depuis le début du tournage, j'ai compté entre les prix. J'ai 9 ou 10 piqûres de moustiques sur les chevilles, et ça gratte beaucoup. Donc si vous allez au Japon en juin, préparez l'anti-moustique. Voilà, bye bye. Voilà, ce 100%, ma compagnie s'achève. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fête de la musique aussi, vu que c'est en ce moment que j'en parlais à l'instant. Hasta luego, comme ils disent au Japon. Voilà, bye bye.